Mary Jane Thompson. Mary Jane Thompson est née en tant que troisième enfant de son père, Norman Thompson, et de sa mère Lenore en 1962. Au fil des années, deux autres filles viendraient agrandir la famille heureuse du petit village de Cheektowaga, dans l'État de New York. Dès son plus jeune âge, Mary Jane rêvait de devenir mannequin. Elle s'habillait, marchait et s'exerçait même à parler comme un mannequin, espérant en devenir un jour. Cependant, cela n'enlevait rien à sa nature gentille et attentionnée. Après avoir obtenu son diplôme au Cleveland High School, Mary Jane a entamé une nouvelle vie. De la Californie à Houston, puis Los Angeles, elle a vécu dans toutes ces grandes villes pour de courtes périodes avant de décider de commencer un nouveau chapitre au Texas. La quatrième des 5 sœurs, Selena Tomasello, se souvient du dernier Noël passé avec Mary Jane avant que Mary ne quitte la maison. Avec son propre argent, Mary a offert à Selena un système stéréo et à sa sœur Cathy un stéréo portable appelé Boombox, des cadeaux inestimables pour ses petites filles. Cependant, elles ne se sont rendues compte de qui les avait achetés qu'après le départ de leur sœur. Elles n'auraient jamais imaginé que ce serait le dernier Noël qu'elles passeraient ensemble avec Mary Jane. En 1983, Mary, âgée de 21 ans, a déménagé à Dallas, au Texas, décidée à réaliser ses aspirations de devenir mannequin. Et ces rêves étaient vraiment grands, mais la jeune femme n'a jamais hésité à travailler dur pour les atteindre. Durant les 6 mois passés à Dallas, Mary travaillait dans 2 emplois, à temps plein dans une boutique de fournitures pour fleuristes et à temps partiel dans un restaurant local. Cependant, la majeure partie de ses revenus était consacrée à payer ses cours de théâtre et de mannequinat, espérant que cela l'aiderait à percer dans l'industrie. Le 11 février 1984, vers 16h30, Mary Jane a quitté son emploi à temps partiel en tant qu'hôtesse dans le restaurant. Près de Lovers Lane et Greenway Drive, elle a pris un bus jusqu'à la clinique médicale Trinity, située sur l'ancienne Industrial Boulevard, pour une consultation à cause d'une infection de l'oreille. Cependant, elle n'a pas pu consulter, la clinique étant fermée. Tragiquement, ce fut la dernière fois qu'elle serait vue vivante. 2 jours plus tard, le 13 février 1984, les autorités ont été appelées dans un entrepôt situé dans le bloc 2300 de l'Irving Boulevard, dans le couloir Stemmons du nord-ouest de Dallas, près des voies ferrées derrière l'entrepôt. En inspectant la scène du crime, il était évident qu'il s'agissait d'un homicide. La police a rapidement identifié la victime comme étant Mary Jane, âgée de 21 ans, grâce à une carte d'identité trouvée dans un sac de sport à proximité. Le sac contenait une jambe de pantalon tandis que l'autre était enroulée autour de son cou. Son pantalon semblait avoir été découpé de son corps. Le corps présentait une marque de morsure et de nombreux hématomes. L'autopsie a confirmé qu'elle avait été agressée sexuellement, puis étranglée à mort avec sa propre jambe de pantalon. On a également trouvé des fluides corporels inconnus sur le cadavre, qui ont été conservés pour une utilisation ultérieure. Cependant, ces preuves ne seraient pas utilisées avant longtemps, car les technologies ADN n'étaient pas aussi avancées dans les années 80 qu'elles le sont aujourd'hui. Les autorités n'ayant pas réussi à rassembler d'autres indices, l'affaire a commencé à se refroidir, bien que ni les enquêteurs ni la famille n'aient perdu espoir. Malgré des décennies d'incertitude, il n'y avait pas de nouvelles pistes à suivre. Sa famille a toujours publié ses photos et diffusé son histoire pour maintenir sa mémoire vivante. Ce n'est qu'en 2009 que des actions formelles ont pu être prises dans le cadre de l'enquête, presque 25 ans plus tard. En 2009, le département de police de Dallas a rouvert l'affaire et a découvert de l'ADN masculin sur les prélèvements effectués lors de l'autopsie de Mary Jane. Mais l'ADN n'a jamais correspondu à un suspect spécifique, ce qui a refroidi. La police a rouvert l'affaire après que la sœur de Mary Jane, Selena, a appelé les enquêteurs pour demander une nouvelle enquête utilisant les nouvelles technologies ADN. Les enquêteurs ont travaillé avec une équipe du bureau du procureur de district et le FBI a également rejoint le groupe d'enquête en 2020. Cette même année, ils ont commencé une recherche exhaustive sur des sites web généalogiques, utilisant de nouvelles technologies comme des bases de données ancestrales, dans le but d'identifier d'éventuels parents du suspect en se basant sur l'ADN prélevé sur la scène du crime. Dans ce contexte, la recherche s'est réduite à un seul suspect. Edward Morgan, âgé de 60 ans, n'avait que 22 ans en 1984 et était une figure connue dans la région.
car ils vivaient à quelques kilomètres du lieu de travail de Mary Jane. Pour confirmer leurs soupçons, un agent du FBI a surveillé la maison de Morgan à West Dallas pendant une semaine, où il vivait seul. Le 15 février 2022, un détective de la police de Dallas et un agent du FBI ont récupéré les ordures que Morgan avait jetées devant sa maison. Une bouteille de soda et 2 bouteilles d'eau ont été envoyées à un laboratoire pour être soumises à des tests médicaux légaux. L'ADN des bouteilles correspondait positivement à l'ADN prélevé lors de l'autopsie. Le 18 février 2022, après 38 ans, Morgan a été arrêté et accusé de meurtre envers les enquêteurs qui n'ont jamais cessé de travailler sur l'affaire. La nouvelle a apporté un sentiment de clôture à la famille, car ils ont enfin su qui était responsable d'avoir ôté la vie à Mary Jane. Selena a écrit dans une publication sur Facebook « Je sais que tu regardes depuis là-haut et que tu es heureuse qu'il l'ait enfin attrapé. » Malheureusement, leur père, qui ne voulait rien de plus que de trouver le meurtrier de sa fille, n'a pas vécu pour voir ce jour, car il est décédé en 2020. Morgan est actuellement détenu en prison, avec une caution fixée à $500 000. Viola Agencord. Viola Agencord est née le 16 août 1900 et a grandi dans un foyer charmant. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose sur sa vie. Après avoir divorcé de son mari en 1928, elle ne s'est jamais remariée, ni même sortie avec quelqu'un. C'était avant la Grande Dépression que le divorce a eu lieu, et Viola a juré de ne plus avoir d'homme pour le reste de ses jours. Malgré la solitude, elle ne s'est jamais plainte de rien dans sa vie. Elle était connue comme une femme heureuse, généreuse et amicale parmi sa famille et ses voisins. En 1980, Viola vivait dans le complexe d'appartements Pebble Cove, situé dans le bloc 2500 de la rue West Winton à Anaheim, en Californie, après avoir déménagé de son ancienne maison à Milwaukee. Apparemment, sa famille croyait que le complexe d'appartements à Anaheim était une communauté plus sûre pour une femme seule, et aussi plus proche des membres de la famille. Une décision qu'il prenait avec d'autres résidents et visiteurs devant son appartement, et on la voyait souvent se promener dans le bâtiment. L'une de ses voisines, qui était lycéenne à l'époque, trouvait Viola très gentille et l'appelait « grand-mère ». Parfois, elle apportait des biscuits à la vieille dame. L'après-midi, Viola laissait sa porte ouverte avec une boîte de soupe Campbell's, une habitude préoccupante pour une femme âgée selon certains voisins qui pensaient que c'était dangereux. Les préoccupations se sont vite transformées en quelque chose de plus pour les voisins bien intentionnés de Viola au début des années 80. Un voisin s'est inquiété lorsqu'il n'a pas vu Viola sortir de son appartement pendant plusieurs jours. Ils sont entrés dans son appartement le 18 février 1980 pour faire une découverte horrible. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont trouvé le corps de la veuve âgée allongé sur son lit. Elle avait été bâillonnée avec une taie d'oreiller déchirée qui avait été enfoncée dans sa bouche. Plusieurs côtes de son corps étaient brisées à cause d'une violente agression. Des taches de sang ont été trouvées sur le lit, sous sa région pelvienne, et des canettes de bière vides dans l'appartement. La cause du décès a été la suffocation causée par l'entrée forcée dans l'appartement. Des signes de lutte étaient présents dans la chambre. Il a été conclu que la vieille dame avait tenté de se défendre contre son agresseur, mais elle ne faisait pas le poids face à lui. Le médecin légiste a déterminé qu'elle avait été brutalement violée avant de mourir, et du sperme a été recueilli sur son corps. Viola n'était qu'à 6 mois de fêter son 80e anniversaire lorsque sa vie s'est terminée de manière aussi atroce. Cependant, la question de savoir qui a violé et tué la vieille dame n'avait pas de réponse claire. Malgré quelques preuves physiques, les enquêteurs étaient loin d'identifier d'éventuels suspects. Il faudrait attendre 4 décennies avant que ce mystère ne soit résolu. Avec le temps, cette affaire est devenue l'un des plus anciens dossiers non résolus de la vie. Les détectives ont décidé de rouvrir l'affaire. Il était temps de réexaminer le dossier à la lumière des nouvelles technologies ADN, qui avaient résolu avec succès plusieurs affaires non résolues depuis des décennies dans tout le pays. Avec l'aide du laboratoire de criminalistique du comté d'Orange et du groupe de travail sur les crimes violents du FBI, utilisant les nouvelles technologies ADN, un suspect potentiel a enfin été identifié en 2021. Le suspect de ce crime horrible était André William Lepère, un homme qui a lutté contre l'alcoolisme toute sa vie. En raison de son alcoolisme, il n'a duré qu'1 an dans l'armée, ayant été renvoyé après un accident lié à l'alcool. En plus de l'alcoolisme,
Il était également connu pour être violent. En 1980, le père et sa femme se sont séparés et elle a déposé une ordonnance restrictive contre lui. Le père n'était pas un total inconnu pour Viola. La sœur de le père, Denise, vivait dans le même complexe d'appartements, où il a vécu un certain temps et a rencontré Viola à quelques reprises. À un moment donné dans les années 90, le père a déménagé vers l'Est, vivant à divers endroits, y compris Washington, le Wyoming, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Là-bas, il a travaillé comme chauffeur de camion et plombier. Il s'est marié 2 fois, a eu 2 enfants et a vécu sa vie en paix jusqu'à son arrestation en avril 2021 à son domicile d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Le père a déclaré que sa relation avec Viola était bien plus que de simples rencontres occasionnelles. Il a affirmé que Viola l'avait séduit et qu'ils avaient eu des relations sexuelles consensuelles à 2 reprises, dont une peu de temps avant le meurtre, mais il a nié l'avoir tuée ou frappée et a dit qu'elle était vivante et riait lorsqu'il a quitté son appartement. Bien que sa femme de l'époque, sa sœur et son beau-fils ne croyaient pas qu'il était capable de tuer quelqu'un, son histoire de séduction semblait ridicule et le jury ne l'a pas cru. Le 13 mai 2022, Andrew William le père, âgé de 65 ans, a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Viola Hagencord, âgée de 79 ans, en 1980. Avec une résolution après 41 ans, la famille de Viola a publié une déclaration. Notre grand-mère, Viola Clara, était une âme belle et heureuse qui ne méritait pas d'être violée dans ses dernières années de vie. Cependant, ils étaient reconnaissants que le meurtrier ait été traduit en justice. Sonia Mejia et Damiana Castillo. Née le 5 mai 1976, Sonia Mejia a réalisé le rêve américain à un jeune âge. En 2006, à l'âge de 29 ans, elle vivait avec son partenaire et son fils de 8 ans et était enceinte de 6 mois de son 2e enfant. Ils vivaient dans les agréables appartements Fairway, situés approximativement dans la 11e rue Ouest et 3009 South à Taylorsville, Utah. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle travaillait à temps partiel dans un McDonald's local. Mais le rêve se briserait une fatidique matinée début le 9 février 2006. Vers 18h, son mari est rentré du travail et a fait une découverte effroyable. Il a appelé les autorités après avoir trouvé sa femme sans souffle, inconsciente sur le sol. La scène du crime pointait clairement vers un homicide, que les enquêteurs ont conclu être un volume qui a mal tourné. Une autopsie du corps de Sonia a montré plus tard qu'elle avait été agressée sexuellement avant d'être tuée par strangulation. Tragiquement, le fœtus de 24 semaines de Sonia n'a pas non plus survécu. Plusieurs objets manquaient dans l'appartement, dont 3 bijoux appartenant à Sonia, une bague en rubis en forme de cœur, une bague en diamant et un pendentif religieux attaché à une chaîne en or. Sa voiture, une Ford Escort dorée à 4 portes, a également été volée de l'appartement et retrouvée 4 jours plus tard dans le parking du Fairfield Inn, au 580 Ouest, et 4 preuves ADN non identifiées ont été découvertes dans son appartement sous la forme d'un sachet de Cheetos et d'une bouteille de Coca-Cola, des objets qui ne devaient pas être là, et que les enquêteurs ont conclu appartenir au meurtrier. De manière inattendue, les enquêteurs ont trouvé un témoin après avoir interrogé les voisins pour obtenir des informations. Vers 11h30 le matin du jour du meurtre, un voisin a vu un homme hispanique parler avec Sonia à la porte de sa résidence. Le témoin l'a ensuite vu entrer dans l'appartement et agresser Sonia. L'homme a attrapé Sonia par le cou et l'a frappée avec une telle force qu'elle est tombée au sol, puis l'agresseur a fermé la porte d'un coup de pied. Malheureusement, malgré le fait d'avoir été témoin de l'agression violente, le voisin n'a pas alerté les autorités, ce qui a coûté la vie à la jeune mère. L'homme a été décrit comme un hispanique aux cheveux courts, de corpulence moyenne, mesurant environ 1,67 m et âgé de 20 à 29 ans. Bien que cela ait été considéré comme une preuve suffisante pour identifier un suspect, la police n'a pas pu le faire malgré les empreintes digitales et la description physique du meurtrier. Les autorités pensaient qu'il s'agissait d'une attaque aléatoire jusqu'à 2 ans plus tard, lorsque le meurtrier a de nouveau frappé le Mexique, au Mexique, le 18 mars 1950. On sait peu de choses sur sa vie précoce, mais elle était une mère et une grand-mère aimantes. On savait qu'elle avait une attitude très gentille et qu'elle partageait des mots aimables et des bénédictions avec tous ceux qu'elle rencontrait.
Un voisin la décrivait comme une femme ponctuelle, qui n'arrivait jamais en retard au travail et n'oubliait jamais d'assister à l'église. Ses 2 enfants, un fils et une fille, et ses 5 petits-enfants l'adoraient jusqu'à la mort. En 2008, Damiana, âgée de 57 ans, vivait dans un appartement situé dans la rue 4000 South Redwood à Salt Lake City, Utah, à seulement 800 mètres de l'endroit où Sonia Mejia vivait. Tragiquement, là aussi, un matin de février, la police serait appelée pour assister à une scène de crime horrible. Le 9 février 2008, le fils de Damiana est allé vérifier l'état de sa mère après qu'elle ne se soit pas présentée à l'église comme elle le faisait chaque dimanche. Là, la pauvre Damiana gisait dans son appartement, partiellement recouverte d'un oreiller et avec des marques de strangulation sur son cou. La police a remarqué des signes de lutte dans l'appartement, y compris une table renversée. Le sac à main et le portefeuille de Damiana ont été retrouvés abandonnés sur un canapé et sa boîte à bijoux avait sur le cou de la victime. Et une empreinte digitale latente a également été trouvée sur son sac. Au début, on croyait que ce meurtre était une attaque distincte similaire à celle de Sonia. Mais en excluant le facteur âge, ces 2 meurtres avaient des similitudes extrêmes entre eux. À partir de 2009, les enquêteurs ont conclu de manière concluante qu'ils étaient l'œuvre d'une même personne après que les tests biologiques aient lié les 2 meurtres. Cependant, les 2 affaires n'ont pas pu être résolues à ce moment-là, car l'ADN et les empreintes digitales ne correspondaient à aucune personne présente dans une base de données criminelle. En 2010, les procureurs ont utilisé le profil ADN pour porter des accusations contre le suspect inconnu pour 2 chefs de meurtre aggravés, le désignant sous le nom de John Doe, car son identité ne pouvait être précisée. Le meurtrier a gagné le surnom de « meurtrier du 9 février », en référence à la date des crimes, bien qu'il ne soit pas considéré comme un tueur en série. Pendant des années, la police de West Valley City et de Taylorsville a eu des agents supplémentaires en patrouille le 9 février pour prévenir un 3e meurtre. Au fil des ans, ces 2 affaires ont reçu l'attention médiatique nécessaire, mais aucun progrès significatif n'a été réalisé. Lorsque le système d'identification automatisé des empreintes digitales du FBI a signalé que les empreintes relevées sur les lieux correspondaient à une personne, Juan Antonio Arreola Murillo. Arreola était un homme de 41 ans, un résident mexicain vivant aux États-Unis en 2008. Selon les archives judiciaires, il a été arrêté par la police de Salt Lake City en juillet de la même année pour un séas de fraude et de volume, et il a plaidé coupable. L'adresse enregistrée pour Arreola dans l'affaire de 2008 était dans le même complexe d'appartements où Sonia a été assassinée. Cependant, il avait plusieurs autres adresses enregistrées dans les archives judiciaires et il n'était pas clair si Arreola était vraiment un voisin de Sonia ou Damiana. Arreola a été expulsé des États-Unis vers son pays d'origine, le Mexique, en octobre 2008. Les procureurs ont modifié les accusations portées contre John Doe et le tribunal a émis un mandat d'arrêt contre Arreola. Bien que l'identité du meurtrier ait été révélée aux enquêteurs, elle n'a pas été rendue publique, car le suspect vivait dans une autre juridiction. Les documents d'accusation ont été déclassifiés après qu'il ait été extradé vers l'Utah depuis le Mexique. Il a été accusé de 3 chefs de meurtre aggravés, 2 chefs de cambriolage aggravés et un chef de volume aggravé. S'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Helen Margaret Brooks. Helen Margaret Brooks était une femme âgée travailleuse qui vivait sa vie pleinement jusqu'à ce qu'elle soit tragiquement interrompue. Helen vivait complètement seule, dans un appartement de 2 chambres, dans les bâtiments d'appartements Garden, dans la ville d'Apple Valley, dans le désert de Morave, attrayante et respectée dans la communauté, et tous avaient seulement des choses positives à dire à son sujet. Un locataire la décrirait plus tard comme une femme prudente en raison de son isolement dans l'appartement. Helen était très dévouée à son travail. Pendant 20 longues années, elle a travaillé pour le collège de la vallée de San Bernardino dans le département des services alimentaires. Cependant, elle a plus tard changé de carrière pour expérimenter d'autres choses dans la vie. En 1985, Helen travaillait dans 2 emplois. Elle vendait des vêtements dans une boutique de mode appelée Lolo's à Apple Valley. Admirablement, la femme de 63 ans défilait les vêtements que la boutique présentait lors de défilés de mode.
Elle travaillait également comme comptable dans un magasin juste de l'autre côté de l'autoroute 18, au Bowling, qui était à l'époque connu sous le nom de Gold Strike Lanes. Le 5 juillet 1985, un vendredi, Ellen ne s'est pas présentée au travail, ce qui était extrêmement inhabituel pour elle. Son patron a appelé et appelé, mais personne n'a répondu. SU's collègues préoccupés ont appelé le service du shérif pour qu'ils effectuent une vérification sur l'autoroute 18 jusqu'aux appartements Garden. La porte de l'appartement d'Ellen était déverrouillée. Ils l'ont trouvée sans vie à l'intérieur. Il n'y avait pas beaucoup de preuves présentes sur la scène du crime, cependant. De l'ADN a été recueilli. Mais aucun résultat n'a été obtenu, car la technologie ADN en était à ses balbutiements à l'époque. Les résultats de l'autopsie ont conclu qu'elle est morte étranglée avec une bât de nylon. Malgré plusieurs entretiens et tests de détecteurs de mensonges, les détectives n'ont pas pu identifier un suspect avec certitude, et le cas de meurtre d'Apple Valley est resté non résolu pendant de nombreuses années. En 2009, l'affaire a été réexaminée et de nombreux objets ont été envoyés pour des tests ADN. Un profil ADN pour un suspect a été développé, mais il n'y avait aucune correspondance dans la base de données ADN. Puis, en 2021, les enquêteurs des homicides non résolus ont rouvert l'affaire et ont procédé à une analyse supplémentaire du profil ADN non identifié. Les tests ont donné des résultats positifs, identifiant un suspect nommé Robert Eugene Wartman. Wartman était un ancien résident d'Apple Valley qui vivait près de l'autoroute 18. Le nom n'était pas totalement inconnu de l'enquête. En fait, Wartman était considéré comme une personne d'intérêt dans l'enquête originale et avait été interrogé à l'époque. Les enquêteurs ont découvert que Wartman, alors âgé de 37 ans, avait rencontré Ellen dans les jours précédant son meurtre et était allé dans son appartement entre le 3 et le 5 juillet. Cependant, il a affirmé ne pas avoir connaissance du crime et a même nié. Les enquêteurs n'ont pas pu prouver son implication dans le meurtre. Cependant, il n'est pas resté en liberté longtemps. En août 1985, à peine un mois après avoir assassiné Ellen, Wartman a été arrêté sous suspicion de tentative de viol d'une femme dans le restaurant Ebar Cocky Bone sur l'autoroute 395 à Victorville. Il avait également une condamnation pour viol dans le comté de Sonoma en 1978. Avec un long casier judiciaire de crimes sexuels, Wartman est mort en prison en 1995 alors qu'il purgeait une peine de 22 ans dans le comté de San Bernardino. Janet K. Yeary est née le 14 mai 1953, unique fille de ses parents Wenford et Mary Ann Runyan. Elle a grandi dans une belle maison à Tipton, dans l'Indiana, avec ses deux frères. Elle a obtenu son diplôme de l'école secondaire de Tipton en 1971 et s'est concentrée sur la formation d'une famille. En 2004, Janet, âgée de 51 ans, vivait à Kokomo, dans l'Indiana, près de la maison de sa fille. Elle a travaillé comme gestionnaire de laboratoire pendant 16 ans chez CNB Optical à Kokomo et était une excellente employée. Janet et sa fille Carly Martin vivaient dans des maisons séparées dans la même communauté sur North Apperson Way à Kokomo. La maison de Carly était de l'autre côté de la rue de celle de Janet. C'est eux qui lui permettaient de jouer avec sa petite fille. Ceux qui étaient notamment le jardinage, passer du temps sur son ordinateur, écouter de la musique et se promener en plein air. Les festivités étaient très importantes pour Janet. Elle adorait organiser un festin avec des plats qu'elle préparait pour chaque fête, même si la réunion était petite. Salade de dinde, dessert, tout était organisé par Janet pour rehausser les célébrations. Le jour de Thanksgiving de 2004 ne faisait pas exception. La famille avait prévu un repas pour midi en raison du quart de nuit de Carly au travail. La famille devait se réunir chez Janet et profiter du repas de Thanksgiving. Ainsi, la veille de Thanksgiving, le 25 novembre 2004, Janet a commencé à préparer un grand repas de Thanksgiving dans sa maison. Tristement, ce serait la dernière chose qu'elle ferait. Le lendemain, le 26 novembre 2004, c'était le vendredi noir. Carly a appelé plusieurs fois sa mère après que Janet a manqué le dîner de Thanksgiving. La panique l'a envahie lorsque les appels répétés sont restés sans réponse. Elle a eu un pressentiment que quelque chose de terrible s'était produit. Inquiète, elle s'est rendue chez sa mère pour vérifier. La porte du garage de la maison de Janet était ouverte. Carly a déverrouillé la porte principale avec une clé et étant âgée de 51 ans, gisait morte. La dinde était dans le four, qui était toujours allumé.
À en juger par l'état de son corps, il était évident qu'elle avait été brutalement assassinée. Le cœur brisé et les larmes aux yeux, Carly a appelé la police. Le département de police de Kokomo est arrivé chez elle quelques minutes plus tard. Il n'y avait pas beaucoup de preuves à recueillir sur la scène du crime. Bien qu'un peu de sang ait été trouvé sur la scène, ce n'était pas suffisant pour établir un profil ADN. La police a supposé que Janet ne connaissait probablement pas son agresseur, mais l'avait laissé entrer pour une raison quelconque. Les rapports préliminaires suggéraient qu'une lutte avait eu lieu entre Janet et son agresseur, et en se basant sur le fait que le repas avait été laissé inachevé, ils ont également conclu que Janet était probablement dessoudée de Kokomo. Personne n'avait idée de qui pourrait vouloir tuer une gentille vieille dame qui saluait tout le monde. La scène du crime ne révélait rien. Et, bien que la famille en deuil voulait que le meurtrier soit capturé, le manque de preuves n'amenait nulle part. Il y a eu quelques aperçus d'un possible meurtrier. La police a découvert dans son enquête que certains voisins avaient vu un véhicule blanc quitter la zone à grande vitesse au moment du meurtre de Janet. Cependant, l'information n'a mené la police nulle part. Un rayon d'espoir est apparu 2 mois après le meurtre. La police a identifié une personne d'intérêt, Danny Case, un résident de Peru. Il aurait frappé de porte en porte pour demander un transport. Il semblait être un possible meurtrier après qu'un rapport antérieur a indiqué que Danny était recherché dans le comté de Miami pour suspicion de meurtre. 2 mois plus tard, le 25 janvier 2005, les enquêteurs ont obtenu une percée majeure. Danny a été arrêté à l'aéroport international d'Indianapolis pour un mandat en suspens. Mais avant que les détectives de Kokomo ne puissent lui parler, il s'est pendu dans sa cellule de détention à l'aéroport, selon la police de Kokomo. Toutes les preuves pointèrent vers un homme, Danny Case. Cependant, il n'y avait pas assez de preuves physiques pour relier le défunt. Les gens ont spéculé sur la possibilité que Danny soit le meurtrier de Janet sans parvenir à une conclusion. Peut-être que l'affaire serait restée à jamais dans les archives des affaires non résolues si un témoin n'était pas sorti des décennies plus tard. Le 14 janvier 2022, la police de Kokomo a annoncé la clôture de l'affaire de meurtre de Janet Yeary en raison d'une percée dans l'enquête. Selon la police, une connaissance de Danny Case s'est présentée et a déclaré aux enquêteurs que Danny lui avait un jour avoué avoir tué une vieille dame sur North Apperson, juste où vivait Janet. La connaissance a dit que Danny a frappé à la porte de la femme, a demandé s'il pouvait utiliser son téléphone pour appeler un taxi, puis l'a tué. En plus de la mort de Janet, Danny aurait également dit à la connaissance qu'il avait battu à mort un vieil homme dans le comté de Howard. Devant cette nouvelle information, les enquêteurs du comté de Kokomo se sont réunis avec la famille Yeary pour discuter de la fermeture de l'affaire Janet. Après une longue conversation, la famille a accepté de clôturer officiellement l'affaire avec une résolution exceptionnelle. Après 17 ans, cette affaire a été résolue avec le criminel échappant à la justice terrestre. Nous comprenons que c'est un moment difficile pour la famille, car ces conversations ont rouvert les blessures que la tragédie insensée a laissées dans leur famille, ont-ils déclaré dans un communiqué de presse. Nos condoléances restent avec Janet Yeary et sa famille incroyable. Nous prions pour la paix de vous tous. En arrivant ici, n'avez-vous pas vu cet autre crime? Ça ne me manquerait pas, hein? Souhaitez-vous voir plus de vidéos de cas mystérieux? Cliquez maintenant, ne le manquez pas.